Sunderlight Productions. J'aime bien recevoir des invités qui créent pour créer, et c'est le cas de Tristy. Loin des considérations de followers et de gloire virtuelle, on va discuter de partage, de connexion, d'échanger avec les autres, d'intention, des échecs nécessaires et de faire ce qu'on fait pour nous-mêmes plutôt que pour le montrer. Et j'ai enfin trouvé une bonne excuse pour ressortir mon maillot du PSG. Bonne écoute. Vous êtes tout dans l'heure du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Tristy. Salut. Faut attendre la fin du générique, c'est pas comme à la radio, on parle pas sur la musique. Bonjour Tristy. Salut. Bonjour, alors j'arrête pas ma langue arrête pas de fourcher, j'arrête pas de t'appeler Tristy au lieu de Tristy. Tu peux m'appeler mais Tristan. c'est Tristan, effectivement, on va y revenir. Tu as une forme d'anonymat en ligne qui est assez dingue. C'est rare d'arriver à rester aussi discret, aussi focalisé sur son travail uniquement et pas sur sa personne. C'est quand même un bel exploit à l'époque d'Instagram, de Twitter, de Facebook, d'arriver finalement à ne parler qu'à travers son travail. C'est pas mal. Ouais, j'avoue. Si on cherche un peu, on peut trouver des trucs quand même. Je n'ai pas creusé assez profond, mais je vais m'y mettre. Bienvenue. Tu es la première interview que j'enregistre depuis le retour des vacances. On a eu le dernier épisode, c'était moi tout seul face au micro. J'ai eu plein de beaux retours. Merci à tous d'ailleurs de ça. Je ne suis pas déprimé du tout, hein, contrairement à ce que certains ont pu comprendre. J'ai juste eu un petit coup de mou et je l'ai accepté. Et c'était juste pour vous dire que si vous avez un coup de mou, vous avez le droit de l'accepter aussi. Et maintenant, tout est reparti dans le bon sens. On enregistre un épisode ce matin. Bon, on enregistre mercredi pour jeudi pour garder les bonnes habitudes, mais j'en enregistre un deuxième cet après-midi. J'en enregistre un troisième la semaine dernière et je vais prendre de l'avance. Enfin. Donc merci d'être là, merci d'être venu. Merci à toi, merci pour l'invitation, c'est cool. Tu viens pas de très très loin, enfin tu viens à la fois de loin et de pas loin puisque tu es originaire de Rennes, mais maintenant tu vis à Paris. C'est ça, depuis quelques jours, hein. Ça fait pas longtemps. Ah ouais, ça fait combien de temps? Depuis que je suis arrivé dimanche. D'accord, ah oui, mais tu venais à Paris déjà régulièrement. Ouais, quand même c'est avant. ça, ouais. J'étais basé sur Lyon avant, donc c'était pas trop loin. Je venais surtout pour les photos dans les mouvements sociaux l'année dernière. D'accord, oui, parce que j'ai vu, et ça on va en parler un petit peu de ça, parce qu'effectivement on avait l'impression que tu étais là. Tu es venu exclusivement pour faire des photos? Pas vraiment. J'ai beaucoup d'amis ici. On cherchait un endroit un peu central avec ma copine où se mettre. Ouais. Et c'est vrai qu'entre nos familles qui sont dispatchées un peu à droite à gauche, le fait d'aller à l'aéroport et d'avoir l'Europe et le monde accessible, ça fait de Paris un endroit super intéressant. Ça explique aussi pourquoi tu passais autant de temps gare de Lyon, puisque tu m'as dit que tu habitais dans Paris. Et du coup, je me disais, mais c'est marrant, qu'est-ce que tu vas faire dans les gares? Puisque à un moment, sur une des photos, j'ai vu, tu dis, à chaque fois que je passais à la gare de Lyon, je me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire à gare de Lyon? Et effectivement, c'est beaucoup plus logique comme ça, en fait, hein, de comprendre qu'effectivement, tu as eu une partie voyage assez importante. Ouais, j'en ai fait. J'adore les voyages en train en plus. Je voyage partout en Europe en train. Je ne peux que plus soyer ce que tu dis. J'étais un fou de l'avion. Vraiment, j'adorais l'ambiance des aéroports et je suis devenu un dingue du train. Ah ouais, je déteste l'avion. Ah ouais? J'ai peur phobique de l'avion. Donc, j'essaie de voyager le plus possible en train tant que c'est possible. Je vais jusqu'en Pologne en train. Donc, ouais, c'est ce que j'ai vu. On va en parler un petit peu plus loin aussi parce que ça fait partie des séries que tu partages. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres, mais que tu es peut-être un peu plus sélectif aussi sur ce que tu montres en public. C'est-à-dire C'est-à-dire que tu as essentiellement 3 séries qui sont sur ton site. Ah, sur mon site? Ouais, c'est parce que je voulais me refaire un portfolio sur des sujets un peu donnés. Mais non, j'aime bien tout prendre en photo tout le temps. Je les regroupe de temps en temps en série comme ça, mais non, moi à l'inverse, je suis plus chaotique. C'est rare que je regroupe correctement les choses. Ça avait l'air justement d'être un point fort de ton site et c'est une question que je vais te poser un petit peu plus loin. On va commencer les choses dans l'ordre. C'est l'elevator pitch. Tu rentres dans l'ascenseur. Steve Jobs rentre à côté de toi. Tu as 3 étages pour lui expliquer qui tu es, ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis? Ouh là là, je m'appelle Tristan. Je suis un ancien joueur de poker et je fais maintenant de la photo de rue de tout mon temps. Tout le temps? Tout le temps. C'est ton métier à 100%? Ouais, plus qu'un métier, c'est une façon de vivre, je pense, de voir le monde. C'est un art de vivre. Ouais, moi je faisais du skate quand j'étais plus jeune. Tu avais un truc qui s'appelle le skate eye. C'est qu'en fait, tu vois tous les éléments du mobilier urbain avec des yeux de skater et tu imagines les figures que tu peux faire dessus. Et la photo, ça me redonne ça. Tout est une photo, en fait. Tu as fait des photos en venant ici?
Même pas. C'était une bonne occasion de prouver ton point, mais non, on est passé à côté. Il est tôt. J'en ai fait ce matin avant de venir. C'est vrai qu'on a prévu cet entretien assez tôt. J'ai noté que tu fais de la street photographie. Tu m'as appris que tu étais un ancien joueur de poker. On a ça en commun. On n'a pas vraiment ça en commun. Je pense que tu étais pas tout le monde était meilleur que moi, je pense. Hein. Moi, j'ai un peu joué gentiment, mais j'ai vu des gens se perdre dedans, donc ça m'a toujours fait un petit peu peur. Mais j'ai gardé la philosophie, par contre, beaucoup, surtout les statistiques. En fait, la manière de voir la façon dont tu peux gérer les choses par les statistiques. Ça s'applique vachement à la photo, dans le sens où, dans la photo de rue. Je t'avoue que moi, je suis vraiment focalisé sur la photo de rue. Ouais. Et pour avoir une bonne photo de rue, il va falloir que tu prennes des tonnes et des tonnes de photos. Comme au poker, pour espérer être bon, il faut jouer des tonnes de parties. Ouais. C'est la même chose, c'est une question de variance, en fait. Plus t'en fais, plus t'auras de bons résultats. Mais même à tous les niveaux, en fait, des fois, tu dois jouer ton va-tout. Parce que c'est la seule chose que tu as à faire, même si tu sais que c'est 50-50, en fait, de toute façon, t'es mort. Enfin, tu as déjà eu ce truc où tu as peu de jetons devant toi et tu as une chance de te refaire, mais en fait, c'est maintenant ou jamais. Et tu n'as pas vraiment le choix et tu sais qu'il faut y aller et que c'est pas une option, en fait. Et tu as des gens qui se dégonflent à ce moment-là, alors que si tu te dégonfles, t'es mort, quoi. Ouais, vraiment, en street, faut toujours essayer. Tu sais jamais ce qui va ressortir de la photo, en fait. Donc, vaut mieux tenter de la prendre que rien faire. C'est clair. Passer à côté d'un truc, quoi. On va en parler parce que tu fais des choses qui sont pas instinctives pour la plupart des gens. Et on va en discuter. Juste assez rapidement, j'ai noté que tu étais assez discret. On en a parlé un petit peu. C'est que tu n'existes que par ta photo en ligne. En tout cas, quand on te cherche toi et qu'on cherche ta photo, on n'a pas d'infos parasites qui sortent à côté des photos. C'est les photos, c'est tout. Tu as également fondé le Discord Street Photography France que j'ai rejoint il n'y a pas longtemps. C'est un peu comme ça qu'on se connaît. Je l'ai rejoint parce que Thierry Maignan, qui est donc le petit gars noir sur Instagram, en faisait partie. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa. Puis ça fait pas mal de temps qu'on se dit qu'il faut qu'on arrive avec lui et Ousmane Diaby à faire une sortie street. Et j'ai dit c'est une manière de garder la discussion ouverte, le temps de se voir. Et du coup, j'ai rejoint ce Discord. Alors, faut savoir que moi, j'ai 47 ans. Les nouveaux trucs, c'est plus. T'es pas le plus vieux sur le Discord. Non, je suis pas le plus vieux, mais il y a un âge, c'est bizarre parce que passé 40 ans, en fait, tout ce qui est nouveau, c'est plus aussi attrayant qu'avant. C'est-à-dire à l'époque où Facebook est arrivé, où toutes les technologies comme ça sont arrivées, j'étais à fond dedans. Je connaissais toutes les fonctionnalités et tout. Et là, j'ai du mal sur le Discord à me repérer. Donc je réagis essentiellement aux notifications, mais je vais pas forcément. Si j'ai posté un truc, j'ai posté la photo qui est accrochée derrière toi sur le thème rose. Il n'y a pas longtemps, que j'ai galéré à retrouver d'ailleurs parce qu'elle date de 2014. Mais voilà, je suis pas tant que ça dessus, même s'il y a des discussions intéressantes. Mais du coup, tu as créé ce Discord-là. Si tu peux nous en dire deux petits mots déjà de ce que c'est. C'est un espace de discussion, en fait, un peu un mélange entre un forum et un chat où tout le monde peut venir. T'as des espèces de salons avec des thèmes principaux et tout le monde peut venir échanger, parler de sa pratique, montrer ses photos. Moi, à la base, ça vient d'un truc que je trouvais dommage, c'est que tout le monde est dans la photo de rue, je parle toujours. Tout le monde est un peu dans son coin et les gens échangeaient pas. Et moi, c'est dans ma pratique, dans un truc aussi artistique que la photo de rue, je trouve ça vachement important de pouvoir échanger. Moi, j'allais toujours sur Instagram parler aux gens, parler aux photographes que j'aimais bien et que je respectais pour essayer d'avoir des conseils sur comment m'améliorer, etc. On y reviendra peut-être aussi, mais pour moi, le mentorat, c'est vachement important dans une pratique artistique. Et à force de moi, de passer du temps à me prendre la tête sur mes photos, sur les photos des autres, etc., je me suis dit, mais il y a trop de gens à qui ça profiterait de pouvoir poster leurs photos et avoir des retours, parce qu'il y a des photos qui sont vraiment pas loin d'être bien, il y en a qui sont très loin d'être bien, mais des simples conseils peuvent tout changer en fait sur la pratique. Ça se passe comment par rapport, on a tous connu les groupes Facebook d'entraide entre photographes qui tournent mal. Moi, j'ai pas trop connu ça. Moi, ça fait pas longtemps que je fais de la photo. Ça fait un peu moins d'1 an et demi que je fais de la photo. D'accord, mais parce que pour avoir connu tous ces groupes-là, effectivement, ça part toujours sur des bonnes
des bonnes bases, et puis à un moment, il y a du troll qui débarque et qui a envie de donner son avis sur tout alors qu'il ne sait pas grand-chose sur à peu près rien. Ouais, moi j'ai mis la modération des gens en des gens en qui j'ai confiance. T'as Thierry le petit gars noir, t'as Ous, t'as Alex Dino aussi, qui a énormément d'expérience, qui est super bienveillant. T'as Lula, t'as Nico, un petit groupe de Lillois. Et c'est des gens en qui je fais confiance, et je sais que les discussions vont pas dériver parce qu'on est tous dans le même état d'esprit, c'est faire progresser, dire les choses quand elles sont évidentes, et laisser la discussion ouverte quand c'est un peu plus nuancé. Ça se passe. Enfin, j'ai l'impression que d'une manière générale, les Discords, j'y comprends pas grand-chose, mais en vrai, je suis sur 3 différents. J'ai l'impression que les Discords se passent mieux d'une manière générale que les Facebook, les groupes Facebook. Ouais, il y a toujours des accrochages, comme partout, mais on n'hésite pas à dire à la personne quand il y a un problème et aller... Mais j'ai l'impression que même dans la structure, déjà qu'il faille faire s'inscrire, c'est moins simple qu'un groupe Facebook où c'est juste rejoindre. Déjà, tu fais l'effort d'aller rejoindre un truc comme ça, t'es peut-être un peu plus sérieux, tu le fais peut-être un peu plus sérieusement, quoi. Ouais, peut-être. Et puis, non, mais je pense que ça... les gens qui le font vivre, je pense que l'intention bienveillante des gens qui sont là, ça se voit aussi, tu vois. On n'est pas là pour dire... Y a pas de... Justement, moi, c'est un truc qui me... Il n'y a pas de compétition en street photo, en fait. On est tous là au même niveau, il n'y aura pas de gagnant à la fin. On est tous là pour essayer de faire des meilleures images. Fais confiance au photographe pour trouver un moyen de définir qui est le meilleur, qui est le plus grand, qui est le plus fort. On va trouver, ça existe dans tous les domaines. Dans la street, ce sera la même chose. Et accessoirement, il y a quelques jolis noms aussi qui sont présents sur le Discord. Donc il y a quand même des conseils qui viennent pas de n'importe qui. C'est ça aussi, tu vois, ils sont backés par de l'expérience. Il y en a certains qui ont fait des livres. Tu vois, je pense à Cédric Roux qui est là, qui forcément quand il donne un conseil, t'écoutes, quoi. Ouais, c'est clair. C'est aussi un très beau livre d'ailleurs il y a pas longtemps. Et je conseille à tout le monde. Je l'ai vu passer. Il est dans les Fnac maintenant. Il est pas mal d'endroits. Et c'est un très très beau livre. Et c'est vraiment les gens qui veulent voir de la belle street photographie. Lui, c'est du très très lourd, quoi. Il est passé dans le podcast d'ailleurs. Je sais plus quel numéro d'épisode, mais je le mettrai en lien. J'ai noté en street que tu étais chasseur plutôt que pêcheur. Ah ouais, mais c'est même pas close. C'est impossible pour moi de rester. Je crois que j'ai une image de pêche que j'ai vue sur ton Instagram. C'est vieux, une seule. Et c'est tout. Tout le reste, c'était un mec qui marche d'un peu loin avec le soleil en arrière-plan. Et en fait, tu vois son ombre. Ça, c'est une image de pêcheur. A priori. Ah ouais, mais même pas. Non. Tu as vu l'ombre arriver. Ouais, j'ai vu l'ombre arriver, j'ai pris direct. D'accord. Donc non, mais même pas accroupi avec le Rico. J'ai baissé bas et c'est passé. Non, mais t'es un vrai chasseur. C'est un profil que j'aime bien parce que il y a des choses très importantes à apprendre. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'être pêcheur en street ou partout d'ailleurs, hein, même en événement, de se poser dans un coin, d'attendre que quelque chose se passe dans le cadre. Mais savoir chasser, et on va y revenir parce que c'est une de mes grandes interrogations en ce moment. Enfin, interrogation, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est peut-être un grand mot, mais c'est le côté arriver à saisir au moment où il arrive, tout en l'insérant dans son environnement. C'est un vrai challenge, et il y a des gens qui y arrivent mieux que d'autres. Toi, tu y arrives très très bien. Et du coup, on va en parler. En plus, c'est une question qui s'est posée il n'y a pas longtemps, puisque j'ai second shooté un mariage avec Henri Deroche, et que lui fait pas mal ça aussi, et que du coup, j'ai décortiqué beaucoup. Je ne sais pas si lui veut le faire ou si moi je vais le faire, mais il y aura un article à un moment ou à un autre qui va comparer deux regards dans la même situation sur un événement comme ça, parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant de regarder la galerie et de regarder ses photos par rapport aux miennes, et ce que lui a vu que moi j'ai pas vu, ou ce qu'on a vu tous les deux mais qu'on a exploité différemment. C'était pas mal. Dernier point de l'intro, tu shootes à la fois au Leica et à la fois au Ricoh. C'est un mélange un petit peu étrange. Non ? Moi, je trouve pas. En fait, ils sont énormément similaires. Pour moi, c'est qu'une question de compacité du boîtier. Ils ont la même focale. Moi, je shoot au GRX3, donc le 28, l'équivalent 28 en APS-C. Et la raison pour laquelle je prends le Ricoh, c'est parce qu'il est plus portable. Mais je trouve que c'est les mêmes boîtiers. En fait, tu as le mode... Au Leica, moi, je shoot plus du tout en autofocus ou quoi que ce soit. C'est full manuel. Et t'as moyen de reproduire exactement la même chose sur le Ricoh avec le Snap Focus. Donc en fait, pour moi, c'est exactement la même chose de shooter avec les deux. Snap Focus, c'est tu choisis une ouverture, tu choisis un nombre de mètres. Donc moi, je mets à 1.5 en moyenne.
Et tu vas avoir une zone de focus qui sera tout le temps en net, en fait. C'est exactement ce que je fais. Donc tu shootes à 1m50 et tout est net. Tu es sûr que c'est net? Tout est net en fonction de ton ouverture. Donc tu fais jamais le point, en fait? Non, jamais. D'accord. Jamais. C'est un des trucs que j'aimerais bien apprendre à faire proprement. C'est super simple, en vrai. Ouais, c'est qu'une question de pratique, de se forcer à faire le truc. Faut le faire, en fait. C'est ça le problème. Ouais, c'est que chaque fois que je me dis je vais le faire, je suis sur un événement où je peux pas me permettre de le faire. Ouais. Et après, dans la rue, j'y pense pas. Moi, c'est super récent et la façon dont j'ai fait pour me forcer à le faire, parce que je voyais beaucoup de gens qui le faisaient. Et moi, j'aurais aimé apprendre comme ça, en fait. J'ai l'impression d'avoir perdu du temps à pas le faire avant. Et j'ai eu la chance d'avoir un M6, un Leica argentique. Et voilà, t'as pas d'autofocus, t'as aucun moyen de prendre les photos. Et en fait, du coup, tu te forces. Et si t'es sur du reportage et les choses qui bougent vite, effectivement, avec le Leica, t'as pas le choix, c'est zone focusing, quoi. Y a pas de, et les résultats y a pas sont d'autre top, option. quoi. Ok, bah c'est intéressant à voir et ça explique certainement une partie des questions que je vais te poser. On va attaquer la partie interview proprement dite. Les 4 premières questions, c'est les mêmes pour tout le monde. La première, c'est quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi? Avant, je t'aurais répondu une anthologie de Winogrand, parce que c'est vraiment moi ce qui m'attire dans la photo. Et plus récemment, j'ai reçu enfin le Suffering of Light de Alex Webb. Et je trouve il est plus généraliste, il ferait plus plaisir pour découvrir la photo. Il est en couleur déjà, et les compositions sont plus... c'est plus lisible, j'ai l'impression, que de commencer par du Winogrand. J'irai pas jusqu'à dire lisible, c'est pas forcément parce que Winogrand c'est quand même assez clair, il est très très fort pour ça. Après la vraie différence, il y en a un qui est vraiment noir et blanc, l'autre qui est vraiment couleur. Mais ça me... Plus facile. Il y a des c'est plus accessible, tu veux dire? J'ai l'impression, ça fera plus. On prendra plus de plaisir à lire un livre d'Alex Webb qu'un livre. Parce que quand j'entends lisible, en fait, pour moi, ça veut dire que l'image, ça manque de contraste quelque part dans les éléments et t'arrives pas. Alors que Winogrand, c'est quand même c'est du grand art, quoi. Ouais, et j'ai l'impression que c'est plus subtil, Winogrand, quand même. Il y a certaines photos, tu as besoin d'y passer plus de temps avant de voir tout ce qu'il y a, tout ce qui est... C'est pas la même génération. Winogrand, il écrivait l'histoire à un moment où il n'est pas vraiment écrite non plus, tu vois. C'est ça aussi. Enfin, c'est la génération qui a vraiment fait les livres photos sur la street photographie. Je suis pas sûr qu'il y avait grand chose avant eux. Il y avait The Americans. Tout court, hein. Ouais. Il y avait, mais ce type de photo-là, je pense pas qu'ils aient eu tant de références que ça. Nous, aujourd'hui, on a une chance incroyable, c'est que tu vas dans n'importe quelle librairie, tu as 15 ou 20 bouquins devant toi et tu n'as qu'à choisir, quoi. On ne se rend pas compte, hein, les influences entre ça, Instagram, Internet, on peut vraiment voir des tonnes d'images et s'en inspirer. C'est une chance de ouf. En fait. Non, mais c'est même sans acheter un livre, tu vas simplement sur Instagram. Après, les livres, l'avantage, c'est que tu as des trucs de très très haut niveau, quoi. Le désavantage, c'est qu'aujourd'hui tout le monde a le bouquin d'Alex Webb et tout le monde essaie de refaire Alex Webb, quoi. Ouais. Tu prends la moindre vidéo YouTube, il y en a pas un qui a pas fait son truc sur Alex Webb. Comment reproduire Alex Webb, faire des cadres dans l'image. C'est pour ça que je te dis que c'est plus accessible, je trouve, que Winogrand. Copier Winogrand, tu te mets pas en noir et blanc et tu vas pas sortir une image qui te rappelle Winogrand, alors qu'Alex Webb, tu layers 2-3 trucs, tu mets des ombres, de la couleur et tout. C'est moins décorticable, Winogrand. Ouais, c'est ça. Ok, bonne réponse. En tout cas, c'est deux bons choix de livres. Je les ai les deux et franchement, ça vaut vraiment le coup de les lire. C'est quoi pour toi être créatif? Oula, grande question. Je sais pas. À partir du moment où ça vient d'une intention, je pense, exprimer quelque chose, même si on n'arrive pas à mettre des mots, mais essayer d'exprimer quelque chose. À partir du moment où on a cette intention et qu'on se dirige vers ça, je pense qu'on est créatif. D'accord, bonne réponse aussi. Qu'est-ce qui te fait déclencher? Les émotions, les entre-deux. Moi, j'essaie beaucoup de trucs, mais c'est souvent une émotion, un trait de visage, un truc. Il y a ça, et quand il y a des gestes qui s'entrecoupent et qui ne sont pas censés être mis ensemble, mais que la photo te permet de rassembler, tu vois. Deux mains de deux groupes de personnes différents qui, cadrés d'une certaine façon, vont faire qu'on a l'impression qu'ils sont ensemble ou que ça va ensemble, alors qu'en fait, c'était pas là sans la photo. Donc c'est des relations que tu fais toi dans l'image, alors qu'elles n'auraient pas forcément lieu d'être faites. C'est à ça que j'aspire. C'est très dur, tu vois. Il y a beaucoup de shots que je prends où il n'y a pas ça, mais ceux que je préfère et qui sont le plus jouissifs à prendre, c'est ceux-là, en fait. C'est quoi une bonne photo? Pour moi, c'est une photo auquel je repense souvent. Une photo qui me reste en tête,
qui m'obsède. J'ai besoin d'avoir ce truc obsessionnel dans des photos où il y a plein de photos que j'adore, que je trouve très belles, mais il y en a peu qui m'obsèdent. Et quand je sais que j'y reviens et que je peux pas passer à autre chose, je sais que ça, c'est une photo qui m'a marqué et qui me... Elle t'a fait te questionner, elle t'a fait te poser des questions. Ouais, t'as besoin de comprendre. Même pas forcément de comprendre, même juste de la regarder, ça me provoque du plaisir en fait, de voir ce qui a été évoqué, de voir ce qui s'y passe. Ouais, non, juste si ça me reste en tête plus d'une journée, c'est que ça m'a vraiment... C'est déjà une belle photo. Ouais. Bah, y en a pas tant que ça dans le monde, en tout cas, de ce genre de photos, malheureusement. Malheureusement et heureusement, parce que c'est ça aussi qui nous drive à sortir et à essayer d'en faire, quoi. Ouais. Si on en faisait tout le temps, je pense que ce serait beaucoup moins agréable. Oui, ce serait plus difficile de sortir du lot, en tout cas. Le premier point que je voulais aborder avec toi, c'est la proximité. Tu es souvent très très près de tes sujets. Si on regarde la grille Instagram, des fois tu peux même avoir, c'est pas des portraits, mais des fois tu peux avoir l'impression d'un portrait quand ils sont en tout petit, que tu vois que les gens ils te regardent en fait au moment où tu les prends en photo. Comment tu gères cette proximité? Comment je la gère, dans quel sens? Quand tu prends la photo, c'est pas naturel d'aller prendre une photo d'un inconnu dans la rue en étant à 1m50 de lui, en pointant, parce que tu es à une hauteur où ils voient que tu prends la photo, et ils ont les regards vers toi. C'est pas la chose la plus simple à faire. Comment est-ce que toi tu abordes ça? Ma démarche, c'est que si j'ose pas faire ça et si je vais pas briser l'intimité de la personne, je vais faire des photos que la plupart des gens vont faire, tu vois. Et que si on veut vraiment montrer autre chose et si on veut que nos photos ressemblent à autre chose, on a besoin d'aller dans cette zone qui est dure à franchir pour pouvoir montrer ces trucs-là. Et contrairement à ce qu'on pense, les gens voient pas que je les prenne en photo. Ils ont un doute à chaque fois, mais jamais personne vient me demander ou me fait de réflexion. J'ai jamais de réflexion, justement. T'as tout ce truc de camoufler le mouvement et tout pour justement réussir à prendre la photo dans l'intimité sans déranger cette intimité. Parce que je pense que si on la dérange trop, ça casse le truc aussi. Moi, c'est un des problèmes que j'ai, c'est que toutes les fois où je me force à le faire, souvent on me voit et du coup, je me retrouve dans une interaction, tu vois, qui n'est pas toujours sympa d'ailleurs. Non, mais ça, c'est vraiment une question de gestuelle, de pratique. Je pense que le matériel joue pour ce genre de truc, et une question de démarche. De démarche même physique, tu vois. C'est Bruce Gilden qui parle beaucoup de ça. Il en parle dans une masterclass Magnum, tu vois, de comment tu vas diriger le sujet avec ton propre corps dans la rue. Et ça, c'est trop important pour devenir un peu invisible aux yeux des autres, se positionner. Pourtant, lui, il n'est pas vraiment invisible, Bruce Gilden. Il l'est parfois, tu vois. Et je pense que sa pratique, après, ça naît d'une... Il a tellement réussi à le faire qu'il veut plus, tu vois. Il veut plus, en fait. Après, ce qui a été diffusé de lui aussi, c'est peut-être juste un tout petit bout. Effectivement, les photos où il bondit sur les gens avec un flash, si tu retiens un truc de lui, je pense que c'est ça. Mais si ça se trouve, c'est 5% de ce qu'il fait, en réalité. Je suis pas un expert de son truc, mais les conseils qu'il donne, moi j'aimais pas forcément sa pratique, alors qu'en fait il a beaucoup théorisé le truc, et c'est vachement utile en fait dans la photo de rue, cette manière de bouger en fait. Moi je le trouvais super antipathique justement à cause de cette vidéo que j'ai vue. Je me disais c'est à cause des mecs comme ça qu'on va avoir des problèmes à un moment et tout. Et récemment il a fait un projet sur des bikers. Ah, je connais pas. Et alors je l'ai vu passer j'ai pas vu encore tout le projet, mais je crois qu'il a été exposé à la galerie Polka. Et je l'ai vu dans le magazine, et il a fait un projet sur des bikers qui est absolument dément. Et en fait, tu vois ce mec qui a 75 ou 80 ans maintenant, il est plus tout jeune, qui se retrouve, apparemment, il s'est inséré dans un groupe de bikers, tu sais, les mecs avec les trucs en cuir, les chaînes, les Harley Davidson, enfin pas des enfants de cœur, quoi. Et il s'y est inséré avec sa femme. C'est ça qui est magique. Donc, t'imagines un papy de 75 ans qui débarque avec un appareil photo avec sa femme au bras dans un bar de bikers, et qui sympathise avec tout le monde et qui fait des portraits de tout le monde et qui est accepté, ce qui est quand même extraordinaire. Et c'est vrai que j'avais cette sale image de lui, et ça a un petit peu balayé ça. Donc maintenant que tu me parles de cette formation Magnum, je vais peut-être aller la voir, parce que du coup, de toute façon, même chez les gens qu'on n'aime pas, des fois, il faut garder l'esprit un peu ouvert. Il y a des choses à apprendre. Il se bat pour les photos qu'il essaye de faire, tu vois. Il y a une vraie recherche justement de provoquer l'intimité
Ouais, je trouve on n'est pas obligé d'aimer, mais c'est forcément intéressant pour la pratique. Non, mais après, il fait des très belles photos. Moi, c'est juste que je m'étais toujours dit que ce genre de personnes pouvait nous faire du tort. De la même manière qu'aujourd'hui, tu vois, à Paris, il y a plein de pistes cyclables. Je suis un de ceux qui font du vélo depuis très longtemps à Paris, mais aujourd'hui, en fait, tu vois, en bas de chez moi, tu es arrivé en bas de chez moi, il y a une station de taxi, il y a des gens qui prennent la rue à contresens, à vélo, à fond sur le trottoir. Et au moment en fait, où ils passent devant la station de taxi, ben, ils se mettent au niveau de ma porte. Et quand mes enfants ils sortent, ben, de temps en temps, tu as des gens qui manquent de les renverser. Et c'est ces gens-là qui vont pourrir la pratique du vélo alors que ça se passe bien. Moi, je fais du vélo depuis 20 ans à Paris. J'ai jamais eu de problème. Mais aujourd'hui, je pense que ces gens-là vont coûter très cher à tous ceux qui font les choses bien. Et Bruce Gilden, j'avais cette impression-là avec lui, de dire ce mec-là, en fait, à aller trop loin, on va faire ce qu'on fait tout le temps. C'est-à-dire que pour un mec qui va trop loin, on va légiférer pour tout le monde. Je sais pas, je pense que quand tu regardes ces bouquins, quand tu regardes ces photos, il n'y a pas de volonté de nuire. Je pense que l'intention est importante dans chaque démarche. Et quand tu vois le résultat de ces photos, tu vois qu'il n'y avait pas de volonté de nuire et qui veut. Oui, en théorie, tu vois plus ses photos que sa manière. Donc, c'est ça. Aussi. C'est juste peut-être que ça a fait un. Lui, sa manière, elle est tellement extrême qu'on se rappelle de ça. Mais après, il y a la pratique et il y a l'image, tu vois, derrière. Après sa pratique, il y a des images qui sont vraiment fortes aussi. Et ouais. Ok, non, mais c'est intéressant, à voir. J'essaierai de trouver le lien de cette formation. Je la mettrai dans les liens. Sur le site Magnum, c'est payant. Oui, mais des fois ça vaut le coup. Ouais, c'est assez fréquemment d'ailleurs. C'est un truc que j'ai réalisé quand j'ai commencé à acheter les formations. Tu as les formations YouTube, tu as les formations payantes, et une fois que tu as fait une formation payante, tu réalises à quel point les formations YouTube sont merdiques. Ah, bah, surtout dans la photo de rue, il y a un monde. Hein. T'as la chaîne YouTube de Polybi, où je pense, tu vois, les walkie-talkie et tout. Ouais. Là, t'apprends vraiment comment les photographes de rue travaillent, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose de qualitatif. En fait, le problème, c'est que trouver quelqu'un de désintéressé dans ces domaines-là, c'est une des craintes que j'ai le plus sur le podcast, c'est qu'en fait, pour le moment, le podcast, je le fais pour moi, et je m'en fous un peu. En fait, je fais un peu ce que j'ai envie de faire, et voilà. Et j'ai un petit peu peur du jour où le podcast devient autre chose, c'est-à-dire où j'ai peut-être des gens qui mettent de l'argent dessus pour sponsoriser des épisodes ou des trucs comme ça, parce que pour l'instant, je suis libre et je fais ce que je veux. Ouais. Et j'ai un petit peu peur de ce jour-là où tu dois retenir un peu d'informations parce que tu as un truc à vendre, ou tu dois être un peu plus soft parce qu'il y a des attentes, ou je sais pas, tu vois. Ouais, je capte, mais moi c'est ça qui est agréable dans la photo de rue, tu vois. Moi, je te disais en entrée, c'est qu'on n'a rien à gagner, tu vois. Les livres de photo de rue, ça se vend pas trop, les expos, ça remplit pas trop de monde, tu vois. C'est un truc, c'est pour nous qu'on le fait principalement. Ouais. Et c'est ça qui est relaxant, et c'est pour ça qu'il faut partager le plus possible entre nous. Mais c'est comme tu as déjà dû connaître ce truc du petit groupe que tu es un peu le seul à connaître, tu vois, genre il y a un petit groupe de fans hardcore qui adorent, musique, et puis un jour ils explosent, et puis finalement, tu vois, il y avait un public, et puis ça devient autre chose, et puis même limite les gens qui étaient là au début sont un peu déçus. Ce qui s'est passé avec Apple d'ailleurs, c'est tous les gens qui étaient Apple dans les années 2000 et qui étaient un petit peu les supporters de l'ombre qui se battaient contre l'hégémonie de Windows. Et puis maintenant, aujourd'hui, Apple, c'est totalement autre chose. Et on a tous un peu l'impression d'être mis de côté, quoi. Et encore, Apple, c'est pas ceux qui l'ont le plus mal fait. Mais donc voilà, on n'est pas à l'abri. Tu dis aujourd'hui, la street photographie, ça attire pas trop et tout. On n'est pas à l'abri d'une deuxième idée meilleure qui nous met vraiment les spotlights sur la pratique. Ouais, mais puis, si c'est le cas, de toute façon, ça viendra du fait que tout le monde l'a fait pour soi. Tu vois. Moi, c'est avant tout une pratique qui est agréable, en fait. Ouais. Si on le fait pas pour soi, si on le fait pour avoir des likes ou quoi, ça fera forcément des photos éclatées. Ça va être un point qu'on va aborder ensuite, justement, dans ta pratique, parce que toi, tu sors pas pour faire de la street photographie, tu fais de la street photographie parce que tu es dehors. Et c'est important. Ouais, c'est marrant que tu dises ça, mais c'est très vrai. La distinction est importante, et on peut faire la même entre le fait d'avoir son appareil dans un sac et son appareil autour du cou. Il y a certaines situations, j'ai une photo en exemple particulière. Tu as une photo d'un monsieur qui est allongé au sol en état de choc, il y a le SAMU qui est en train d'intervenir. Tu rentres dans une sphère intime, mais qui est presque gênante à photographier. C'est-à-dire c'est le moment où la plupart des gens vont se dire là, je peux pas rentrer là-dedans. Je te fais un parallèle tout bête avec mon métier, moi, de photographe. Quand je fais un mariage et que j'ai la mariée qui est en train de se préparer, je la préviens
qu'en fait, tant qu'elle me fout pas dehors, moi, je continue à faire des photos. Donc, ça veut dire que si à un moment, elle est toute nue devant moi, moi, je serai en train de faire des photos et ça me dérange pas parce que, voilà, je considère qu'on me laisse rentrer dans cette intimité. Mais ça implique aussi qu'il y a un accord, puisque, tu vois, je la préviens avant et qu'elle sait qu'elle a une possibilité de sortir de ça et que si elle veut, elle a juste à me dire, tu sors et elle ferme la porte et puis c'est réglé, tu vois. Toi, t'as pas cette discussion en amont avec Non. les gens. Et je t'avoue que j'ai pas forcément résolu cette problématique-là. C'est encore de l'expérimentation. Et je sais pas. T'as un photographe qui est américain, Eaten by Flower, Jeremy Page, qui fait des photos très choc de près ou tout, qui m'a vachement inspiré parce qu'il a, tu vois, il se bat aussi pour ses photos. Il va très très près et ça donne des situations de fou. Et récemment, il avait sorti des séries de photos où vraiment il avait été très loin. Il prenait en photo des gens qui étaient à la rue, qui étaient probablement sous influence, drogués, alcoolisés et tout. Et là, c'était vraiment très trash. Ils étaient plus du tout. Ces sujets étaient plus du tout sublimés. C'était vraiment. Il avait la vérité brute, quoi. Ouais, et ça a backlash total. Il a dû supprimer les photos. Et c'est vrai que moi aussi, quand je les avais vues, ça m'avait choqué, je comprenais pas pourquoi il avait mis ça, tu vois. Donc j'essaye de trouver, de comprendre moi-même où est la limite, parce qu'il y a plein de photos que je prends pas non plus, tu vois. Ouais. Ce que je poste, c'est celles qui passent le filtre, mais il y en a aussi que je prends et que je poste pas, et d'autres que je prends pas. Et j'essaye un peu de trouver la limite, et j'ai pas encore les mots exacts pour cette limite. Mais du coup, c'est quoi qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment. Je prends cet exemple de cette photo de ce monsieur. Enfin, tu vois, c'est un moment. Limite, tu peux presque te demander si tu ne serais pas plus utile à essayer de les aider. Tu vois, bon, je pense que quand le salut est là, tu n'as pas grand-chose. Mais du coup, qu'est-ce qui te passe, toi, par la tête au moment où tu prends cette photo de ce monsieur-là? Moi, j'ai un vrai attrait pour le documentaire, tu vois. C'est pour documenter, pour voir des choses qui ne sont pas montrées, tu vois. Et comme je t'ai dit, les entre-deux, tu vois, c'est souvent l'imagerie qu'on a de quelqu'un qui va mal, ça va être le moment avant sa chute et le moment où il est amené en ambulance. Mais il y a tous ces moments d'attente, tous ces trucs où on ne sait pas vraiment ce qui se passe, c'est très chaotique, c'est des moments qui flottent un peu dans l'air. C'est ces trucs-là que j'aime bien regarder, tu vois, ces détails qu'on vit tous, mais qu'on ne voit jamais, tu vois. D'accord. Donc, au moment où tu fais la photo, en fait, ça fait 5 minutes que tu es dans cette histoire-là, en vrai. Tu l'as vu tomber. J'ai vu de loin qu'il se passait un truc, j'ai vu les gens qui arrivaient autour et je vois qu'il y a un peu de la confusion et tu vois, il y a une scène qui se dessine, je prends en photo et je D'accord. bouge. Oui, puis en plus, dans le bordel ambiant, c'est plus facile de prendre en photo. Ouais. La question qui allait avec, c'est justement comment est-ce que tu gères les regards, les questions et éventuellement les embrouilles qui peuvent aller dans un moment comme ça. Moi, j'en ai vraiment jamais. J'ai très, 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 très peu d'altercations. C'est un peu... C'est une histoire de mouvement, de comment tu prends la photo. Moi, j'ai toujours l'appareil autour du cou et j'essaie toujours que ce soit naturel dans des mouvements. Et tout comme je prends, tu vois, les entre-deux, moi, quand je prends la photo, c'est au milieu d'un mouvement. Je vais souvent donner l'impression que je prends en photo autre chose après. Tu vois. Les gens, ils n'ont pas l'impression d'être pris en photo. Oui, t'as pas de mouvement brusque en fait. Même là, on parle, c'est tout en douceur. Je garde les mains, tu vois, devant moi tout le temps. Oui, il y a un mouvement permanent quoi qu'il arrive. C'est un peu comme de l'hypnose où tu vois des trucs de magicien et tout. J'ai jamais fait de magie, mais tu vois, de ce que je vois, c'est ça. Et au bout d'un moment, tu vas prendre la photo et la personne, elle a tellement vu ta main bouger qu'elle sait pas quand elle l'a pris. C'est une forme de bluff en fait. C'est un peu ça. Ouais. non, mais ça joue. Enfin, tu vois, tu as les lunettes de soleil et tout. Tu peux tout à fait. C'est important, je pense, pour pas voir le regard, parce que tu as ça aussi. Si tu regardes une personne et qu'elle te voit la regarder, elle va s'attendre à dans la rue, tu as toujours les lunettes de soleil? Ouais, je peux pas prendre en photo sans. D'accord. Ah, parce que comme ça, on voit pas où est ton regard. Ouais, je peux regarder tout le temps, tu vois. Je peux fixer quelqu'un. Et... c'est pas idiot ça. Je sais pas comment font les gens pour prendre des photos sans lunettes de soleil. Alors moi, je sais pas comment on fait pour prendre des photos avec des lunettes de soleil, parce que dès que tu as un écran, en fait, tu vois tout plus sombre. Moi, je regarde pas, tu vois, dans la façon dont je prends des photos, je regarde très, 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 très peu. Ok, parce que moi, j'ai besoin de regarder aussi. Avec la vue qui baisse en plus, maintenant, j'ai des verres progressifs et pas sur mes solaires, donc c'est tout de suite plus compliqué. Mais c'est intéressant, le coup des lunettes de soleil. C'est pas mal, je le retiens, parce qu'en fait, effectivement, c'est vrai que ça camoufle un petit peu ton jeu quelque part. Moi, je fais tout pour avoir l'air d'un touriste. Tu vois, la photo que je t'ai envoyée pour le podcast, c'est vraiment comme ça que je prends des photos. Tu vois, c'est un maillot de foot d'une équipe de foot, un bob,
des lunettes de soleil en tongs et tu vois, je me balade. Alors pour ceux qui se posent la question, ce sera la photo qui sera la couverture de l'album sur le site internet. Comme ça, vous pourrez aller voir ça. On va juste revenir un petit peu sur ta focale parce que je pense que c'est important dans ce cadre-là. C'est plutôt le 28 mm. En quoi ça joue sur ta photo? À la base, ça oblige en fait à aller proche parce que si tu shootes au 35, 40, j'ai beaucoup shooté au 40 et tu peux être quand même tes 2-3 pas plus loin quand même et ça rend quelque chose plus facilement. Au 28, vraiment, si tu te rapproches pas, ça rend rien, quoi. T'as du bruit de partout, donc c'est plus par envie de contrainte. Je pense qu'on est toujours plus créatif sous contrainte que sans contrainte. Le 28 mm amène tellement de problèmes que la seule manière de les résoudre, c'est de se rapprocher en fait. C'est Thierry du coup qui en parle souvent, c'est que lui il va très près, il focus à 1 mètre et les compositions se dessinent d'elles-mêmes presque, tu vois, c'est presque ça arrive tout seul parce que tu es prêt et parce que ça remplit la frame du 28. Ouais, non, je crois que c'était Thierry où il avait cette tendance à s'approcher énormément et du coup toutes les voitures par exemple, tu sais, tu as des camionnettes blanches des fois dans la rue, les machins comme ça, en fait deviennent un fond. Exactement. Alors que si tu as une focale un peu plus longue, elles sont juste là et elles te font chier. C'est une des questions que je me pose. Moi j'ai tend à voir le monde plus facilement en 35 mm. Mais des fois, j'aimerais avoir cette petite largeur supplémentaire. Ouais, c'est une question d'habitude. Et à partir du moment où tu te rapproches, le 35, ça devient impossible. Je shoot aussi au Ricoh GR3X, qui est la version 40 mm. D'accord. Et c'est très très dur quand tu as l'habitude de te rapprocher. Là, quand tu es au 40, tu es vraiment trop près. Ça ne rend plus rien du tout, quoi. C'est du zoom, carrément. C'est autre chose. C'est une autre approche. Mais je comprends. Après, je te dis ça, je te pose la question, je la connais, la réponse. Si je fais un dance floor, je le fais au 16 mm, tu vois. Donc, c'est que quelque part, c'est entre se rapprocher ou avoir l'ensemble des membres des gens qui sont en train de danser. Tu vois, on a commencé, j'ai pris une photo de toi derrière le micro et je me suis bagarré pour avoir les mains dans le cadre. Au 28, ça aurait été plus facile, mais tu vois, quand tu es sur un dance floor et que tu es au 16 mm, tu as beaucoup plus de chances d'avoir pas une main coupée ou un membre coupé que quand tu es au 35. Enfin, 35, c'est quasi impossible. Et c'est très rigolo parce qu'avant, je faisais toutes mes photos de dance floor au 35 et ça marchait très bien. Et depuis que j'ai découvert ça, je peux plus. C'est assez dingue. Deuxième question que je voulais te poser avec toi, c'est que tout est un sujet. Tu es en vacances, tu fais un sujet. Tu es au milieu des manifestations sur la grève, tu as un sujet. Tu prends le train, tu as un sujet. Tu te promènes dans la rue, tu as un sujet. Ça m'interroge sur le bon moment pour faire de la street. Tu vois, je dis tout le temps, ça sert à rien d'avoir un appareil photo dans un sac, il faut toujours l'avoir autour du cou. Et après, en fait, souvent, les gens qui sortent faire de la street spécifiquement peuvent se retrouver bloqués par l'idée de faire de la street, alors que quand tu es un petit peu tout le temps en ce mood-là, finalement, ça peut être plus facile. Je sais pas si c'est le terme. Ouais. Moi, j'ai tout le temps au moins le Ricoh sur moi, autour du cou. Et je pense que c'est une question de plaisir dans la pratique qu'on prend. Moi, je sais que, tu vois, il y a ce besoin d'occurrence, tu vois, d'avoir des tonnes et des tonnes de situations pour espérer avoir une bonne photo. Et si tu sors qu'une heure par jour de 18 à 19 heures, fatalement, tu vas pas pouvoir avoir une plage de choses qui arrivent sous tes yeux. Ouais. Tu es quand même en train de travailler, je sais pas comment dire, travailler avec le monde quand tu fais de la street. Tu peux mettre toutes les bonnes intentions dans ta pratique. Si le monde te rend pas un truc, ta photo, elle va rester plate, tu vois. Ouais. Et pour que le monde te rende un truc, tu as besoin de sortir des tonnes, de passer des heures et des heures dehors pour espérer avoir un truc bien. Et même avec tout ce temps-là, moi, ça m'a frappé. Là, je t'ai dit, le Alex Webb, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Il est incroyable, mais c'est 30 ans de travail. Tu vois. Ouais. C'est sur une plage de 30 ans. Sur 30 ans, il y a ces images-là. Et j'en avais discuté avec Alex Dino, qui est un ami photographe que j'adore. Et je disais, même sur ces 30 ans et dans ce livre-là, il y a des photos qui sont pas si excellentes que ça. Ouais. Tu vois. Il y en a qui sont incroyables, mais il y en a qui auraient pu passer. Ouais. Voilà, c'est ça. Sur 30 ans de vie d'un des meilleurs photographes du monde. Tu vois. Donc si
je vais espérer avoir des bonnes photos, bah il faut que je commence maintenant, il faut que je fasse des heures, quoi. C'est la réflexion que j'avais fait sur Harry Gruyert, où tout le monde dit ouais, il y a tous les ans il y a un livre de Gruyert et tout. Je fais en fait Gruyert, il a 80 ans. Ouais. Et du coup, et puis il n'a pas commencé à 40 ans. Hein. Non, il a commencé super jeune. Donc en gros, tu as 60-65 ans de boulot c'est ça. qui sortent maintenant. C'est quand même. Donc effectivement, c'est une vie de boulot. Et après, derrière, il faut trier tout ça. C'est ça. Ça vient dans un second temps. Je te dis ça, tu vois, la photo que j'ai envoyée sur le groupe l'autre jour pour la thématique rose, j'ai passé 25-30 minutes à essayer de la retrouver. Et à la fin, j'ai été la chercher sur Internet parce que je sais qu'elle est utilisée pour la promo du restaurant où je l'ai prise. Et du coup, je l'ai retrouvée sur Internet comme ça. Mais en réalité, l'original, je ne sais même pas où elle est. Ouais, je vois, j'ai un problème avec ça aussi. C'est quand même très, très chiant, quoi. Mais ouais, donc du coup, tu fais un peu de la street tout le temps, tu as toujours ton appareil avec toi. Ouais. Et la question se pose pas tellement. Du coup, comment tu approches les choses? Parce que par exemple, sur ton site, Naples, c'était des vacances? Ouais, c'était des vacances. J'avais pour petit projet d'y vivre, mais finalement, on a décidé de revenir sur Paris. Mais c'était des vacances avec une grosse intention photo quand même. Tu vois. J'avais vraiment pour envie de progresser. Tu vois, je faisais du mentorat avec un Américain et c'était vraiment m'obliger de mettre en pratique ce que j'apprenais et de sortir tous les jours pour essayer de ramener des photos, de faire des photos, comprendre, progresser et tout, quoi. D'accord, mais c'est du coup, oui, tout ce que tu fais en fait peut devenir potentiellement un projet. Ouais, je sais pas comment articuler les projets encore exactement. Tu vois, je vais faire un zine sur ces 2 mois à Naples pour avoir un objet physique qui ressort de ça. Mais comme je te dis, moi, ça fait 1 an et demi que j'en fais. Ouais. Je verrai dans des années, tu vois, ce que je fais de tout ça. Mais j'ai le temps. C'est ça qui est agréable aussi, c'est qu'il n'y a pas de pression, c'est un truc qui se construit sur les années. Mais avoir une vision, enfin tu vois, aussi peut-être parce que la photo est un métier, mais trouver des thèmes, par exemple, moi c'est complexe. Alors en plus tu peux dire, ok, je pars en vacances, mais en fait j'ai 2 gosses, bientôt 3. Tu vois, donc au final tout ne peut pas être. Alors je peux documenter des choses que je peux pas montrer. On est parti en vacances en Israël, on est parti à Jérusalem 3 jours. J'ai fait plein de belles photos de ma famille. Je sais pas dans quelle mesure je peux sortir des choses comme ça. Tu vois, par exemple, dire ok, je vais en faire un livre pour moi, mais ça peut pas être un projet public quelque part. Ouais, ça c'est au photographe de voir. Tu vois. Moi, je crois en l'émergence des sujets. Tu vois. Moi, je me dis pas, je vais aller photographier ça, etc. Je photographie des trucs et je pense qu'au bout d'un moment de pratique régulière sur des années, tu as des choses qui émergent. Tu vois, parce que je suis attiré par des choses, par des compositions, par des sujets. Et ça va ressortir tout seul en fait dans des années. J'ai pas cette urgence de sortir un truc pour sortir un truc et créer des projets. En tout cas, tu as une forme de recherche, ça se voit aussi sur le projet Le Train, c'est pour Varsovie. Ouais, pour Varsovie. Pour Varsovie, où tu as quand même une recherche de photos esthétiques. Enfin, tu vois, tu joues avec des reflets, tu vas prendre des photos à travers des vitres. Tu vas quand même chercher, c'est pas forcément... hop, je passe, je fais une photo et puis je continue. Tu vois, il y a quand même l'œil qui traîne de tiens, peut-être que là, je pense que tu travailles ces scènes-là, tu vois, c'est pas anodin. Moi, c'est ça qui me manque en toute franchise quand je suis en vacances, c'est de pouvoir me focaliser sur autre chose que surveiller les enfants. Tu vois. Ah ouais, ça, avec des gosses, j'imagine même pas. Tu vois. Mais je pense que les compositions, ça passe par les livres et les photos que tu vois et l'entraînement. Tu vois. Il y a plein de photos que je prends qui ressemblent à rien, que je poste pas forcément, mais qui sont des exercices, tu vois. Et c'est des exercices pour quand il y a... Tu sais, je te disais, tu as besoin que le monde il te donne des trucs. Le but, c'est que tu t'entraînes pour que quand tu as une scène vraiment incroyable, tu sois en capacité de faire la photo que tu aimerais prendre, en fait. Et que tu sois pas bloqué par des limitations techniques et tout, quoi. L'échec est hyper important, en réalité. C'est ça qui fait tout, en fait. Les gens, ils croient que parce qu'ils n'ont pas réussi à faire 2 photos correctes sur une demi-journée... il faut abandonner, alors que justement, c'est là que tu as appris plein de choses, quoi. Ah bah ouais, c'est ça. Moi, il y a quelques mois, ce que je faisais, c'est que je prenais tout en photo, tu vois. Je captais pas trop comment composer. Je les envoyais à Alex, justement, et je lui disais, dis-moi ce qui va pas. Aide-moi à comprendre ce qui va pas dans ce que je fais. Et sans cet échec, sans cette frustration permanente, c'est sûr que si tu es satisfait de tout ce que tu fais, tu n'as plus besoin de sortir, parce que tu es déjà super content. Moi, c'est la frustration qui motive, en fait. Ouais.
Et l'envie de faire mieux tout le temps, quoi. J'ai noté que tu as l'air d'avoir une grosse production. Tu vois, on parlait de ça justement, des échecs et des choses comme ça. Surtout que tu shootes. Alors, j'arrive pas à faire le ratio de ce que tu shootes à l'argentique et de ce que tu shootes en numérique. Je shoote plus à l'argentique là, mais j'ai shooté un petit peu pendant cet été. D'accord. Naples, par exemple, c'était. Je dirais 10% à l'argentique et le reste au numérique. D'accord, parce que j'arrivais pas à évaluer ça justement, mais je me disais en fait que tu produisais beaucoup et que tu avais beaucoup de résultats pour quelqu'un qui shootait à l'argentique. La question, alors souvent les gens qui shootent à l'argentique ont un bien meilleur ratio, t'as pas le choix. Quand tu as 36 photos et quand tu en as 150, t'as pas le choix d'avoir un meilleur ratio. Mais tu es obligé de travailler ton timing en fait, non? En vrai, c'est pour ça que j'ai arrêté l'argentique, c'est parce que je shootais exactement de la même façon qu'au numérique. Et ça revient juste trop cher en fait. Donc, c'est l'influence de Gary Winogrand. Ouais, non, mais tu te retrouves et. Non, franchement, en argentique, des fois j'avais 3 pellicules, il y en avait 0 dessus, tu vois. Et puis, du coup, je me disais, bon, à quoi ça sert? T'as ce truc-là aussi, à Naples, il y avait un truc de fou, t'avais un labo photo qui te développait et scannait en 20 minutes. Donc en fait, je faisais ma journée, j'allais poser les pellicules, et le temps que je rentre chez moi, j'avais déjà reçu le WeTransfer avec les photos. Et donc c'était vachement agréable, mais sans ce truc-là, le fait d'attendre et tout, le fait de ne pas avoir le feedback, il y a beaucoup de gens qui adorent ça dans la pratique argentique, le fait d'attendre et tout. Mais moi, je trouve que c'est un frein à la progression. J'ai besoin de voir où j'ai raté, même s'il n'y a pas de raté ou de réussite. J'ai besoin de voir ce que j'aurais pu mieux faire très vite pour que dès le lendemain, je puisse me dire « Ah, ça, je peux changer, ça, je peux pas changer. » Je vais te dire ce que j'aime dans l'argentique et ce qui me manque dans le numérique. J'aime bien le fait d'avoir à passer à l'image suivante. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux pas double-cliquer. Ce que je fais sans arrêt, triple-cliquer, quadruple-cliquer, enchaîner, clac. Même pas des rafales, mais tu sais, même quand je suis pas en rafale, en fait, je prends 2, 3, 4 photos d'affilée. Ça, tu peux pas le faire avec l'argentique et ça t'oblige à penser au bon moment. Et c'est très dur quand tu es éduqué au numérique. C'est très très dur de le faire, même quand tu reviens à l'argentique. Et je pense en fait, une des raisons pour lesquelles pendant un temps j'ai essayé de shooter à l'argentique, c'était pour reprendre ce rythme-là. Mais j'aimerais vraiment un appareil. Je sais qu'il y avait un des premiers numériques, ça devait être c'était pas Canon, c'était Epson. J'ai shooté avec un mec qui me l'a fait essayer. C'est très marrant. C'est celui où tu c'était pas, tu passais pas à l'image suivante, mais tu remontais le shutter. Le shutter. Ouais. Et du coup, tu le reclaquais. Et en fait, je trouve que ça, le fait d'être obligé de te dire que si tu rates le moment, tu peux pas le rattraper si facilement que ça. Contrairement au numérique où tu te dis, si je le rate, de toute façon, j'en fais 5, il y en aura bien une qui va fonctionner. Je trouve que c'est hyper important. Moi, c'est ça que j'aime dans l'argentique. Je déteste beaucoup de choses dans l'argentique, notamment le coût des pellicules. Ouais. Je suis allé en acheter l'autre jour, mais c'est bon, quoi. 50 balles, 3 pellicules, et tu n'as même pas encore développé. Et tout ça pour, au final, j'avais un nouvel appareil avec un nouvel objectif. Je n'ai pas été foutu d'en mettre une en focus, quoi. Donc, pas une nette de toute la pellicule. C'est un peu de fou, quand même. Mais tu as ça et tu as le fait, une fonctionnalité trop peu utilisé, c'est l'auto-ISO en fait. Ouais. Le fait que tu peux avoir des tonnes de bonnes photos à 2500 ISO plus, moi ça me fait que je peux même pas penser retourner en argentique en fait. Et bloqué à 800, laisse tomber. Ça aussi. Il y a trop de photos qui sont ratées pour ça, quoi. Ça aussi. Non, mais j'aime le côté très romantique de ça. J'aime le vieil appareil qui a vécu. J'aime plein de choses comme ça. Mais ouais, non, je peux plus. Mais tu vois, ce que tu disais sur le fait de déclencher plusieurs fois, moi, dans la façon dont je prends des photos, je vais déclencher une fois, rarement deux. Parce qu'en fait, vu que j'ai une façon d'approcher le sujet, je vais pas avoir deux chances, en fait. Si je le fais deux fois, il va voir que je le prends en photo. Et tu vois, là, il y aura peut-être confrontation. Donc, en fait, de cette approche-là naît une contrainte que l'argentique crée. C'est intéressant parce que tu vois, moi, quand je vais photographier quelqu'un de près, je vais faire clac, 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 clac. Ah bah non, et justement, j'avais jamais pensé à ça, mais tu vois, je me dis peut-être que ça peut jouer aussi. Ah bah ouais, de ouf. Moi, tu vois, moi, j'aime pas la confrontation, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de discuter 1000 ans avec la personne. Donc, je vais prendre une photo et si je la rate, tant pis, tu vois. Mais je vais pas forcer le truc à tout prix, quoi. D'accord, mais donc tu as intérêt à bien te concentrer pour y arriver. Ah ouais, de ouf. Du coup, ça va nous amener à la question suivante. Cette question de timing, c'est l'incongru. Alors, j'ai gardé 3 photos, mais je veux dire, ça marche avec un bon 50% de ton Instagram.
Tu as une image, c'est 2 dames côte à côte avec chacune un pansement sur l'œil. Donc, une à l'œil droit, l'autre à l'œil gauche. Et le parallèle, je ne suis pas sûr qu'elles soient arrivées ensemble toutes les deux à cet endroit-là. Il y a peut-être une clinique de l'œil juste à côté, en face, et puis les deux sont en train de je ne sais pas, mais en fait, ce parallèle entre les deux qui n'ont pas l'air d'avoir grand-chose à voir, elles sont côte à côte, mais elles ne sont pas proches l'une de l'autre. Elles n'ont pas l'air de discuter particulièrement. Elles lèvent le regard vers toi, mais bon, voilà. Ce parallèle-là, c'est une scène totalement incongrue dans laquelle tu débarques. J'en ai une deuxième, tu es pendant une manif. T'as un incendie en arrière-plan et t'as un mec qui passe avec sa clope pépère, tranquille, ultra cool. C'est une des 3 qui est accrochée en hauteur. La troisième, c'est un couple qui est en train de se galocher devant un bateau, mais vraiment qui se galoche, quoi. C'est même pas un baiser, c'est ultra passionnel. Et t'as un œil pour ces situations un petit peu étranges, un petit peu qui font se questionner, en fait, qui disent, mais c'est pas c'est pas un moment basique, tu vois, c'est un moment où il se passe quelque chose. Tu as un vrai œil pour voir arriver. C'est même pas il se passe quelque chose. Il se passe un truc improbable. C'est pas parce qu'il se passe quelque chose, il se passe toujours quelque chose où tu arrives à saisir les trucs. Mais arriver à saisir des choses où tu regardes la photo et tu te dis what the fuck. Tu vois, ce côté, enfin le mec il passe avec sa clope, ça brûle derrière lui, quoi. Il y a une révolution derrière lui. Et monsieur, il fume sa clope tranquille, il passe devant toi, l'air pépère, quoi. Et ce côté-là, comment est-ce que tu le vois arriver ? Sur celle-là en particulier, c'est celle du mec qui fume avec le feu derrière. C'est marrant parce que j'étais à la manif avec plein d'autres photographes et j'avais pris que mon 28, que le Q2 au 28, tu vois. Et donc, tu avais ce feu, tu avais ce truc à Vélib qui brûlait et tous les photographes qui allaient là-bas. Et déjà, il y avait des tonnes de photographes. Et si tu shootes au 28 dans ce genre de circonstances, tu dois aller très près. Tu vois. Et c'était la fin de la manif, j'étais fatigué. Et t'as 20 personnes qui sont en train de prendre la photo. Si tu vas juste prendre la même photo qu'eux, en fait. Au moins bien parce que tu es en 28. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, dans ce genre de situation, je cherchais à composer justement avec la contrainte du 28, essayer de rendre quelque chose là où les photographes sont pas en train de regarder. Et ça donne cette photo où tu as ce mec-là. Mais c'est ça. Tu as cherché autre chose, tout simplement. Ouais, par contrainte, parce que si j'étais allé là-bas, j'aurais juste fait une itération de ce que les autres ont fait, quoi. Non, mais c'est intéressant de voir que des fois, une approche différente donne des résultats différents. Il y a un peu moins d'1 an, j'ai photographié le marathon de Paris et j'ai croisé Albin Durand, que j'avais interviewé avant, qui est un photographe sportif qui photographie souvent pour ASICS et qui était là justement pour eux. Et comme c'était la première fois que je photographiais le marathon de Paris, j'ai fait la même connerie que je fais à chaque fois que je vais découvrir quelque chose. J'ai pris les objectifs safe. Donc j'ai pris les zooms. Ouais, c'est un piège. Youpi, super. Et donc, je me suis retrouvé. Alors, j'ai fait un truc qui était très bien. Mon client super content. Tout va bien. Je suis assez content, moi aussi, du résultat. Au milieu, j'ai eu l'occasion de repasser par chez moi parce que le marathon passait en bas de chez moi. J'ai changé. J'ai pris mes petits objectifs 23 et 56 et c'est tout. Et j'avais un appareil à droite, un appareil à gauche avec ces objectifs-là. Et finalement, j'étais très content de terminer la journée comme ça. Et donc, je croise Albin là-bas. Et je regarde son matériel. Et en fait, lui, un ultra grand angle, un 24 mm et un 85. Et rien au milieu. Et je dis, mais il me dit, non, ça va très bien. Je fais mes photos comme ça. Et en fait, c'est vrai que j'ai vu ce qu'il a fait. Et c'est très typé, c'est très lui. Ouais. Et en même temps, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore son boulot. Et à chaque fois que je vois son boulot, je me dis, putain, j'aimerais bien faire ça. Mais en vrai, en fait, tu prends un point de vue qui est tranché et qui est différent d'ailleurs de ce que des choix de la plupart. Parce que tu arrives sur la ligne d'arrivée du marathon de Paris, tout le monde a un zoom. Ouais, c'est ça. Mais et tout le monde va faire les mêmes photos. Ouais. Tu vois. Et c'est même pas juste se démarquer, c'est de mettre de montrer ton intention dans ce que tu as envie toi de montrer. Tu vois. Ouais. Si tu as envie de montrer ce que tout le monde montre, tu as le droit aussi. Tu vois. Ça va juste peut-être plus ça va être un peu moins intéressant du coup, quoi. Non, mais c'est différent. En fait, pour être différent, faut déjà penser différemment. Il faut peut-être être équipé différemment aussi. Ouais, c'est ça. Je pense que ça commence par l'intention. Tu vois. Ouais. Tu te demandes qu'est-ce que j'ai envie de montrer, qu'est-ce que je vois déjà, qu'est-ce que j'ai envie de montrer, comment j'ai envie de le montrer. Et de là naît tout le processus. Il y a des très bons photographes de rue qui shootent au 85, tu vois, et ils l'assument, et ça donne des angles super intéressants. Là, c'était Sol Leiter qui faisait quasiment au zoom. C'était même pas 85, c'était plus encore. Des fois, c'était des gros téléobjectifs et qui a fait des photos extraordinaires. Et c'est vrai qu'à l'époque,
Alors, ça a ses qualités et ses défauts, le téléobjectif, mais à l'époque, en tout cas, ça n'avait pas été vu. En plus, je crois qu'il démarrait, c'était un des premiers à faire de la couleur dans ce format-là. Donc, du coup, ça avait cet immense mérite d'être extrêmement différent, en fait. Mais non, c'est assez intéressant, du coup, et ça me fait repenser à un truc que j'ai vu il n'y a pas longtemps. C'est un photographe dont je parle souvent qui s'appelle Daniel Milnor, qui s'est mis à faire des photos Je d'oiseaux. connais pas. Ouais. Alors, c'est un Américain qui travaille chez Blurb. Qui fait des vidéos sur YouTube en ce moment, et c'est un de ceux que j'aime bien parce que justement il n'y a pas de recherche de pognon ou de trucs, c'est vraiment, il dit ce qui lui passe par la tête et il voit ce qui fonctionne, et c'est un type qui blogue depuis des années juste pour la joie de créer, de bloguer, quoi. Et à un moment il se met à faire des photos d'oiseaux, il s'intéresse aux oiseaux, en fait. Tu as les jumelles, tu observes, tu notes les oiseaux que tu vois, tu vois les cris et machin. Et donc tous les mecs qui font des photos de ça ont des téléobjectifs géants, et lui à un moment s'est pris un X100V, donc 23 mm, donc un équivalent 35. Et il se retrouve dans les gens qui font des photos avec cet appareil-là, qui font des photos d'oiseaux. Et en fait, il dit, le truc, en fait, c'est que quand tu es avec cet appareil-là, c'est pas les oiseaux que tu prends en photo, c'est les gens qui prennent les oiseaux en photo. Ouais, c'est une question de démarche, quoi. Ouais, mais il a réfléchi à ce qu'il voulait faire. Et il en a fait un petit film il n'y a pas longtemps qui va certainement devenir un livre, un truc comme ça. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir que dans ce monde-là, finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui font ce qu'il a fait lui. Et on n'a pas tant de ce genre de vision, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu veux dire la vision documentaire des gens qui prennent les oiseaux en photo, parce que finalement le birding, tu vois beaucoup d'oiseaux, tu vois pas l'envers du décor. Et du coup, il a pris une focale documentaire et il a documenté cette partie-là. Il a réfléchi à sa pratique. Et du coup, il a fait un truc intéressant et différent, simplement en changeant de point de vue. Ce qui est pas mal. Mais j'aime beaucoup l'explication. Puis la photo que j'adore vraiment, c'est le couple qui s'embrasse devant le bateau. C'est surréaliste, en fait, déjà que tu sois aussi près. J'étais content parce que j'essayais, justement, tu vois, il n'y a pas d'autofocus, c'est en zone focusing. Bon, après, il fait super jour. Mais il y en a plein des comme ça qui sont ratés, qui sont ratés. Mais ça part d'une intention, tu vois un truc, tu ressens un truc, tu essayes, et puis tu vois après. C'est Winograd qui disait, tu vois, il prend en photo et il voit ce que ça rend, ce que les moments rendent en photo, tu vois. C'est ça qui est trop intéressant, je trouve. Mais en même temps, je pense que du coup, ils ne voient pas arriver vraiment parce qu'ils sont un peu concentrés sur autre chose. Ouais, mais il y avait beaucoup. C'est marrant parce que celle-là, on est dans une queue, en fait. Il y a énormément de foule. Moi, je suis au milieu de la foule et je sors juste ma main, tu vois, mais je fais comme si je remettais mon sac, tu vois. Je les prends en photo comme ça. Et du coup, ça donne. Sans viser. Ouais, tu vises toujours, tu vois, mais tu jauges, quoi. C'est l'importance de connaître la focale et de savoir. C'est aussi l'importance du 28, c'est que tu peux viser un peu plus large aussi. Mais carrément. Là, du coup, c'est bien tombé parce que tu as tout le bateau qui est derrière. Tu aurais le bateau qui serait coupé, elle ne marcherait pas aussi bien. Ouais, le bateau, il est pas intentionnel, tu vois. Il arrive là parce que je prends en photo le couple. Il apporte énormément à l'image, en fait. Parce que tu as en même temps l'amour et en même temps le voyage, et ça donne un côté exotique, et c'est ce qui fait qu'elle marche, quoi. C'est ça qui fait le plaisir, je trouve, de ce genre de pratique aussi, tu vois. C'est que tu calcules pas tout. Et des fois, tu regardes ta photo et tu vois qu'il y a des choses qui sont. Tout est aligné, tu vois. Et c'est ça le plaisir, tu sais, tu parlais de pêcheur, chasseur. Moi, le plaisir que je prends, parce que je pense que c'est une question vachement de plaisir de la pratique, tu vois, de me balader, c'est qu'à un moment, tout va s'aligner et ça va donner la photo. Si moi, j'attends et que je reste sans rien faire et que je calcule tout et tout, ça m'enlève, moi, le plaisir de tout prévoir. C'est pas comme ça que j'ai envie de prendre du plaisir en photo. D'accord, ma question suivante, c'était comment ça s'anticipe, mais du coup, ça s'anticipe pas, en fait. T'anticipes, tu vois des trucs, tu vois des émotions, tu essayes de travailler avec ça, mais tu as forcément cette part aléatoire qui, moi, je trouvais trop importante et qui fait tout le plaisir. S'il n'y avait pas ça, je prendrais aucun plaisir à faire de la photo. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Je me posais cette question il n'y a pas longtemps, justement, après avoir fait le mariage avec Henri, des fois, je suis dans la réaction. Et du coup, dans la réaction, tu rates certaines choses. Et en fait, peut-être qu'aussi, dans la réaction, tu as besoin d'avoir une focale un peu plus large. Ouais, tu rates des trucs, mais t'en captures d'autres aussi. Tu vois. Il y a des trucs que tu peux avoir qu'en réagissant, en fait. Si tu prévois tout et que tu attends un moment... Moi, je te dis, c'est l'entre-deux qui m'intéresse le plus. L'entre-deux, tu peux pas le prévoir, justement. C'est ce truc qui arrive un peu spontanément et il faut juste réagir et essayer de l'avoir, quoi. On en parlait un petit peu plus tôt, mais on va le réaborder maintenant. Une des difficultés de faire un travail cohérent, c'est justement de décider d'où vient la cohérence de ton travail. Donc, il y a des gens qui trouvent ça après coup. Moi, j'ai l'impression quand même que toi, tu as une connaissance de toi-même qui te permet de savoir exactement
pas forcément exactement, mais d'avoir une idée assez précise de la direction dans laquelle tu vas, en fait, non? Oui et non, tu vois. Je vois ce qui attire mon regard, je vois vers où je vais aller, mais j'attends l'émergence a posteriori, comme je te disais. Je vois ce qui m'attire, mais je ne sais pas comment je veux l'ordonner et sous quelle forme. Je ne fais pas encore le lien entre toutes les photos que je prends. D'accord. Et comme je te dis, je ne suis pas du tout pressé de le faire. J'ai besoin de collecter des images, de voir des images. Tu vois, des fois, j'ai besoin. Comment expliquer? Tu vas avoir. Je vais voir un truc qui représente pour moi une émotion ou un truc. Et j'ai besoin aussi que l'image mûrisse. C'est peut-être qu'une semaine après, je vais prendre cette émotion, mais mieux en fait. Tu vois, et je vais préférer cette photo-là. Et j'ai besoin d'avoir ce processus d'évolution pour après voir ce que je veux garder et comment je veux l'articuler. En fait, en regardant tes images, tu vois vers quoi tu tends. Exactement. D'accord. Ok, c'est pas mal comme réponse. Est-ce que du coup, tu es conscient de ta mission, de ce que tu recherches? Est-ce que tu as une vision comme ça? Je veux juste documenter au maximum. Et le moteur principal de venir à Paris, tu vois, c'est cette envie de documenter la ville, les rues de la ville sur une longue période de temps. Il y a quand même peu de livres sur Paris. Quand tu vois le nombre de bouquins sur New York qui existent, c'est de la folie, tu vois. Tu en as des dizaines et des dizaines. Sur Paris, il y en a, mais des récents, il y en a moins. Et j'ai envie de le faire sur le long terme. Pas, tu vois, sur 1 an, 2 ans, mais sur le faire sur vraiment de nombreuses années. Tu vois. Du coup, comment tu choisis où tu vas shooter, par exemple? T'as des règles ou parce que Paris, tout n'est pas non plus toujours photogénique. Ouais, je suis en train de découvrir ça. J'ai pas encore résolu ce truc-là. Pour le moment, je vais dans les quartiers qui sont... J'ai emménagé dans le 17e, donc je vais autour, 17e, 18e, Opéra. Et je pense que je vais cartographier un peu le truc plus en profondeur pour avoir des chemins un peu plus réfléchis, plutôt que juste de se balader. J'étais en train de me tâter à acheter une grande carte de Paris, justement, pour ça. Ouais, franchement, j'ai envie de le faire. Mettre des points, c'est une vraie discussion. Les gares, tu vois, je sais que les gares, j'ai envie de le faire plus en profondeur, j'adore. Il y a toujours des trucs de fou à faire dans les gares, je trouve. Alors, je me méfie un peu des gares. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes dans le métro, en fait. Ah ouais? Il y a des stations de métro où je suis un peu tricard maintenant. Si je sors un appareil photo, je les vois débarquer tout de suite. En fait, dans le métro, tu n'as pas le droit de faire de photos si tu n'as pas une autorisation. Ah, je savais pas ça. C'est un truc bizarre. En fait, comme à une époque, j'étais pas particulièrement discret pour ça. Il y a une station particulièrement qui est la mode Piquet-Grenelle où je sais, ça m'est arrivé bien 3-4 fois où j'avais mon appareil photo à la main ou autour du cou et je regarde autour de moi et tout d'un coup je vois des agents de sécurité. Ah, wow. Et pourquoi? Parce que une fois, alors ça c'est aussi, j'ai commencé à faire des photos à l'époque, c'était juste après le Covid, tu avais plein de signes, de panneaux par rapport au Covid et tout, et je prenais des photos de tous ces panneaux-là. Et donc je me retrouve à prendre des photos des sièges en plus, tu vois, je veux dire, le machin qui n'avait aucun intérêt dans le truc. Et je vois 3 mecs de sécurité me tourner autour. Tu sais, je fais mes photos, je m'arrête, j'attends le truc, je vois 3 mecs me tourner autour, je les vois qui me regardent. Et je sais qu'on n'a pas le droit de faire de photos dans le métro, je sais depuis longtemps, et je me dis c'est sûr et certain que c'est parce qu'ils m'ont vu sur les caméras faire des photos. Wow. Et le métro arrive, je monte dedans. Et c'est un deuxième truc sur les règles, c'est que les agents de la sécurité des gares, des stations, n'ont pas le droit de monter dans la rame. Donc je rentre dans la rame, je me retourne et je prends une photo pour être sûr. Et le mec vient me voir. Il me dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire des photos, c'est interdit dans le métro, machin. Donc c'est bien pour moi que vous étiez là. Il me dit oui. On t'a vu sur la caméra, machin et tout. Et donc j'ai continué à le prendre en photo. Et j'ai dit, viens. Et il pouvait pas. Et donc les portes se sont fermées. Le mec m'a regardé de travers et tout. Et donc maintenant, chaque fois qu'il me voit, je revois ce gars-là descendre sur le quai, attendre de me choper, tu vois. Ah ouais, compliqué. Donc cette station, je suis niqué complètement. Il y en a d'autres où ça va mieux, mais bon, faut quand même faire gaffe. Moi, j'adore le métro, par exemple. J'ai une série, je l'ai pas encore réellement triée, aux heures de pointe. Quand c'est vachement bouché. Je réfléchis à ça, mais je vais certainement appeler Close Contact ou un truc comme ça. Où en fait, quand tu es aux heures de pointe, collé à tout le monde, où je lève mon appareil photo, tu vois, je l'ai autour du cou, je lève mon appareil, je prends des photos un peu au hasard. Tu vois, là, le zone focusing, pour le coup, ça me fonctionnerait bien, pour moi. Mais je prends et donc tu te retrouves collé avec des gens où tu vois des nez, tu vois les narines des gens, tu vois des trucs. C'est pas des belles photos, mais c'est amusant en fait. Ça peut en faire des belles, je pense. Il y a des trucs, c'est comme tout, il y a des machins. C'est comme j'ai une série de tous les événements que je photographie. À un moment, tu as fait le tour. Il y a toujours un cocktail, tu vois, tu fais 2 fois le tour, tu as fait tout ce que tu avais à faire et après tu as 1 heure à t'emmerder. Moi, je prends des photos, j'ai une règle, au 35 mm, je prends des photos des gens en train de manger sans qu'ils aient
pose, sans qu'il me voie. À la Martine Parr, un peu. De façon discrète, comme ça. Et j'en ai plein des photos comme ça. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas mis à jour le truc. Mais j'en ai plein et j'adore faire ce truc-là. En fait, c'est des photos moches, tu vois, mais belles. C'est les entre-deux un petit peu aussi. Tu vois, c'est les moments qui ne sont pas montrés, mais qui existent quand même vachement. C'est ce que tu fais dans la rue. En fait, c'est cool parce que je viens de réaliser que c'est ce que tu fais dans la rue. Je suis en train de te demander comment tu le fais. Je le fais en événement. Mais en événement, je suis censé être là. Tu as plus confiance, tu vois. Peut-être que tu es plus à l'aise avec ta position. Tout le monde sait que je suis là et que c'est normal que je prenne des photos, ce qui n'est pas forcément le cas dans la rue. Mais c'est la même logique de, tu vois, je te dis ça, je prends pas 4 photos quand je prends une photo des gens en train de bouffer, j'en prends une seule. Tu pourrais faire la même chose dans la rue, tu vois. Si tu arrives à trouver ton approche et la manière dont tu arrives à aborder le sujet sans le brusquer, tu y arriverais aussi. Non, mais c'est une bonne leçon, tu vois. On a bien fait d'avoir cette discussion. Les questions suivantes, tu fais toujours attention à cadrer un peu plus large pour donner le contexte. Donc, tu as expliqué que tu ne vises pas toujours, mais que du coup, tu es au 28 mm. Ça aide, mais je pense que c'est, même si c'est pas forcément 100% présent dans ton esprit au moment où tu fais la photo, il y a quand même une réflexion à un moment, quoi, même si tu es dans la réaction. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu as vraiment tout un travail d'entraînement pour... où je teste des angles, en fait, tu vois. J'ai des milliers de photos qui ressemblent à rien, juste parce que je veux savoir comment je mets ma main, tel truc. Si je vois 3-4 personnes, comment je fais pour les aligner, pas les aligner, faire des strates, etc. Et je passe des journées juste à m'entraîner, tu vois, et à regarder derrière. Et le travail, il est plus fait sur des photos ratées que sur des photos réussies, en fait. C'est comme quand tu prends 50 photos avec un camion blanc en arrière-plan et que tu te rends compte qu'en t'approchant, le camion te sert d'arrière-plan. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois. Et avec le ciel, comment mettre les bâtiments, comment mettre la tête et tout. Et au bout d'un moment, c'est de la mémoire musculaire. Un peu, tu vois une scène, tu l'imagines, donc tu te dis, je vais faire comme ça. Tu la rates quand même 95% du temps, mais quand tu l'as réussi... en fait, tu sais où tu vas, donc tu as plus de chances. C'est comme au poker, tu mets les chances de ton côté. Ouais, c'est ça, mais tu as toujours la part d'aléatoire qui rend le truc super bien, tu vois. Ouais, mais tu sais que quand tu as cette situation-là, tu as 80% de chances de réussir ou 80% de chances de te planter. Et d'où l'importance de nourrir son regard, parce que si tu vois pas des nouvelles compos, si tu vois pas des nouvelles façons de faire, tu vas juste refaire tout le temps la même chose et ça va perdre en intérêt forcément à un moment. L'importance d'étudier aussi ces photos. Ouais, carrément. Les siennes, celles des autres, c'est trop important. C'est assez incroyable. On va aborder un sujet qui est moins photo, mais qui est, si on en parle, c'est lié quand même, c'est le Discord. Ouais. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Est-ce que le but du Discord, c'était d'être un peu le gatekeeper pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le gatekeeper, c'est un petit peu la personne qui organise pour tout le monde le truc et qui du coup se retrouve un peu au centre de tout, quoi. Moi c'est l'exact inverse, tu vois, c'est de disparaître derrière ça et justement de donner un endroit où les gens peuvent échanger et où ils savent qu'ils vont recevoir des conseils pour apprendre, tu vois. Moi, mon approche, j'ai dû aller... je te dis, j'allais sur un stage, je demandais aux gens, aide-moi sur ma compo, blablabla, blablabla, et je suis tombé sur des gens où j'ai vu qu'ils adoraient parler de ça, tu vois. En fait, on est quand même les photographes de rue, je parle, des types de photographes qui ont une passion de niche, un truc qui est vraiment... ça intéresse personne en vrai, la photo de rue. Tu vois, on est peut-être 1000 en France à kiffer ça. Et en fait, il n'y a que des gens qui font ça qui peuvent prendre du plaisir à en parler et à écouter ça, tu vois. Donc tu as créé ce que tu aurais bien voulu trouver, en fait. C'est exactement ça. Moi, j'aurais rêvé d'aller à un endroit, de poster mes photos et qu'on me dise ça, tu dois corriger, d'avoir des gens qui ont de l'expérience, Parce que tu vois, tout le monde poste sur Insta, donc tu peux voir aussi les photos et tu peux te dire, ah ok, si ce mec-là, il fait des photos comme ça et il me dit que je dois plus faire ça, forcément, ça va m'aider. Parce que si lui, il fait ça et qu'il fait ce genre de photos, je devrais l'écouter, tu vois. Ouais, et puis quand tu as accès à des Cédric Roux, c'est vrai que c'est quand même plus, plus sympa. Carrément. Mais même que ce soit Booz, que ce soit Thierry, que ce soit Alex, tous ces mecs-là, tu vois leurs photos et quand tu vois le temps qu'ils prennent pour aider les gens, moi je trouve ça fou, tu vois, de pouvoir avoir accès à ça et de pouvoir progresser comme ça. Et t'as des mecs, je pense à un mec justement avec qui on avait shooté qui s'appelle Jonathan, et tu vois qu'au début il postait des photos, il se cherchait, etc. Et après quelques conseils, mais il y a un monde de différence en fait, juste parce qu'il a réfléchi différemment grâce aux discussions en fait. De toute façon, les retours des uns et des autres, c'est la même en concours de photos de mariage, il y avait des groupes là-dedans. Et on a une communauté française qui tourne bien, je pense, aussi parce qu'il y a ces retours-là.
parce qu'ils peuvent se dire, c'est Léa Torrieri qui a raconté cette histoire-là, je ne suis pas sûr que tu la connaisses toi, mais c'est une photographe de mariage assez connue française, qui avait une photo qu'elle passait sans arrêt en concours, qui avait le potentiel de gagner et qui ne gagnait pas. Et en fait, un jour, quelqu'un lui a dit, mais en fait, il y avait un petit cadre dans la photo et c'était une petite tache de couleur différente du reste. Tu vois, il y avait du rouge partout et celle-là était bleue. Et on lui a dit, bah, écoute, passe ça en noir et blanc. Et en fait, la photo a été primée immédiatement après. C'est marrant. Donc, tu vois, ce petit point bleu au milieu d'un truc blanc et rouge, gâché, en tout cas, faisait que cette photo-là ne fonctionnait pas comme elle devait. Et le jour où il a disparu, direct. Et en fait, ça fait partie de ces choses-là qu'il faut voir. C'est que des fois, tu n'as pas grand-chose d'une grande photo. Et quelqu'un le pointe, tu vois. Je reprends la photo dont je parlais dans le dernier épisode où Henri a fait à peu près la même que moi sur le mariage, tu vois. En fait, moi, ma photo, une des raisons pour lesquelles elle marche moins bien, il y a le point de vue qui est un peu plus serré que le sien, mais elle pourrait très bien fonctionner. Sauf qu'en fait, à un moment, je me suis mis un poil trop bas et du coup, les têtes dépassent sur l'horizon. Et du coup, au lieu d'avoir les mariés détourés sur un fond homogène, j'ai le haut de la tête parce que réaction et parce que voilà, et ça fait partie des leçons que tu apprends pour la fois d'après. De dire, la prochaine fois, je ne ferai pas cette erreur-là. Toi, tu t'es posé sur tes photos, tu as réfléchi. Et la plupart des gens, même en se posant sur leurs photos, ils voient peut-être pas ce qui marche pas. Tu vois. Alors que tu as juste besoin de quelqu'un qui dit en fait, là, ça marche pas parce que tu es beaucoup trop loin. T'as cadré ça comme ça, blablabla. Et en fait, en très peu de changements, ça peut complètement changer une photo et une pratique carrément. Tu vois. Les petits détails. Ouais. Les petits détails qu'on voit pas, en fait. C'est-à-dire que tu peux voir les gros trucs qui vont pas toi-même, mais à un moment, tu as besoin d'un regard un peu critique, quoi. Et surtout, la photo, tu vois, il y a tellement d'émotions quand tu prends une photo, surtout dans la photo de rue, tu vois, t'as ces barrières, t'as l'intimité des gens et tout. Des fois, tu vas être prêt, tu vas prendre la photo. Et tu vas te dire, wow, c'est trop ouf, je suis allé trop près, c'est incroyable. Et du coup, la photo a plus de valeur à tes yeux. Ouais, c'est ça, tu la montres, les gens ils te disent, c'est raté, t'as ça, et toi t'es là, c'est pas possible. J'ai fait un effort énorme. Ouais, voilà, c'est ça, mais ça suffit pas forcément, tu vois. Faut que tout s'aligne, faut beaucoup pour faire une photo qui est à peu près bien. Ouais, donc souvent, on est biaisé par nos émotions de quand on a pris la photo, et ça, il n'y a que avec la vision des autres qu'on arrive à se détacher de ça et qu'on est beaucoup plus humble sur nos photos, quoi. Voilà, la communauté, en tout cas, a un vrai truc à jouer en s'organisant un petit peu, quoi. Ouais, de ouf. Comme je te dis, il n'y a rien à gagner. On fait tous des photos de rue. On va pas vendre de livres. On va pas être... Je suis plus mesuré là-dessus. Je pense qu'on peut, en gérant bien, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Quand j'ai un peu cherché des infos sur toi en préparant l'épisode, j'ai vu aussi que tu es, comme Thierry d'ailleurs, pas mal actif sur X, ex-Twitter. Ouais. C'est pas quelque chose qui me semblait spontané pour les photographes. En fait, en vous regardant tous les deux, je me rends compte que ça a du sens. Non, je sais pas, est-ce que tu as une raison spéciale pour être là? Parce que tu n'es pas tant sur Facebook, j'ai l'impression. Non, pas du tout, j'ai même pas Facebook. J'ai que Insta et Twitter. C'est juste des canaux pour montrer son travail et pour pouvoir... Sur Twitter, tu peux un peu plus discuter par rapport à Instagram où tu vois, t'as juste les photos et tout. Sur Twitter, tu peux un peu plus élaborer, tu peux parler de trucs. En fait, c'est un petit peu ça. Instagram, j'ai l'impression que c'est vraiment un cadre photo où les gens peuvent se dire ouais, super, fire, truc. Et en fait, il se passe rien derrière. C'est-à-dire sur Insta, une conversation s'éteint au bout de 24 heures, quoi, concrètement. Ou c'est en DM, tu vois. Ouais. C'est entre les gens en DM. T'as pas besoin d'Instagram pour faire des DM. Ouais, c'est ça. Mais par contre, sur Twitter, j'ai l'impression que la discussion est un peu plus ouverte, en fait. Et je me dis que c'est pas déconnant. Facebook, j'aime plus. Je pense que je suis pas le seul à commencer à avoir un certain nombre de réserves. J'ai l'impression que la génération un peu plus jeune va même plus se faire chier à aller dessus. Ouais, j'ai même pas de compte, j'en ai plus depuis 5 ans, je pense. D'accord, ouais, donc c'est pas un truc isolé, mais bon voilà, je suis plus très, je suis pas fou des réseaux sociaux, mais je me dis qu'en fait il y a peut-être un moyen de faire mieux, quoi. Ouais, sur Twitter tu as beaucoup de photographes, que ce soit les photographes parisiens, français, tu peux déconner, tu peux troll, tu peux et puis tu apprends des trucs, tu vois. Justement, tu as des mecs comme Cédric Roux qui partagent des bouquins, tu vois des trucs, tu vois des photos. Tu vois, ça parle d'expo, tu vois, c'est un peu plus vivant, ça bouillonne un peu plus, tu vois. Je vais peut-être m'y remettre un petit peu, on va voir. Julien Pasternak avec un cas à la fin.
Également, et ça, c'est autre chose sur la communication, tu vas sortir un zine bientôt. Ouais, je suis en train de séquencer les images, de voir comment je vais faire ça. Je sortira avant le mois de novembre, normalement. D'accord, c'est un beau projet. Ça. Pourquoi tu te lances là-dedans? Pour apprendre déjà. Je suis vachement dans un processus d'essayer pour comprendre et pour de trial and error et de refaire et refaire. Et forcément, faut commencer au bout d'un moment. Là, j'ai plein d'images de Naples. J'en ai vraiment des tonnes et des tonnes. Et le séquençage, c'est une démarche intéressante. Tu as des photos qui vont ensemble, qui vont pas ensemble. Tu peux raconter d'autres histoires en mettant 2 images à côté. Donc, c'est pour comprendre, apprendre et pour pouvoir avoir un truc qui marque aussi cette période-là, tu vois, ces 2 mois-là. D'accord. Il y a quand même quelque chose de sympa à partager son travail aussi sous format imprimé. C'est Thierry qui avait fait le sien, qui me l'avait amené d'ailleurs quand il était. Je l'ai encore là, je le regarde de temps en temps. J'aime bien l'idée. En plus, lui, il a vraiment été au bout de son truc parce qu'il s'est fait une couverture un petit peu à la Basquiat avec sa peinture. Oui, c'est sa peinture, mais c'est ça que je trouve génial, c'est qu'il y a un mélange de Basquiat et de Cartier-Bresson dedans, c'est-à-dire qu'il y a tout ce truc-là, il s'est vraiment fait plaisir. En fait, il a créé un bel objet. Et j'aime bien cette idée aussi. Mais on en revient toujours au truc des passionnés, en fait. C'est-à-dire que tu as les choses faites pour faire de l'argent et les choses faites pour se faire plaisir. Et en fait, les choses faites pour se faire plaisir apportent une satisfaction immense et plairont peut-être pas à tout le monde, mais en fait, il y a une vraie joie à les créer, quoi. Non, de ouf. Moi, je le fais pour moi, le faire, ce zine-là, tu vois, pour apprendre à séquencer. Je pense que ça fait partie du travail de photographe et c'est plus compliqué que ce qu'on peut imaginer. Et puis pour avoir un objet, juste pour développer la pratique encore plus, quoi. De toute façon, personne ne gagne d'argent avec un livre. Non, c'est une certitude. Même avec un zine. Il y en a quelques-uns. Il y a genre, comment il s'appelle, l'anglais Sean Tucker, qui fait celui qui fait Frameline, ça? Non, Sean Tucker, il a une chaîne YouTube aussi. Et en fait, une grosse source de revenus pour lui, apparemment. Il fait 1000 petits livres tous les ans. Ah, mais je vois. Qui vend une quarantaine d'euros pièce. Et apparemment, ça, il fait quand même un peu de revenus. Mais bon, c'est le problème en fait de ça, c'est que c'est un soutien à YouTube plus qu'une vraie passion de trucs. Donc, c'est toujours la même chose. Tu peux faire des photos, mais les vendre pas par rapport à la photo. Je crois que lui, en plus, je crois que j'ai déjà vu ses vidéos. C'est un mec qui est tatoué un petit peu. Non, pas tatoué. C'est un ancien. Il étudiait pour être prêtre. Et puis finalement, je confonds. Mais c'est un mec qui disait, tu vois, qui faisait de la street photo et qui vendait des prints et que les prints qu'il vendait, c'était les images les plus génériques qu'il avait, tu vois. Ouais. Du coup, c'est là où je te disais, c'est pas en faisant de la street photo qu'on va faire de l'argent. T'as ces photos marquantes de photos de rue où il va peut-être se passer un truc incroyable, elle va être composée incroyable, mais personne va l'afficher chez elle, tu vois, tellement elle a plein de paradoxes, plein de trucs. Et moi, j'ai pas envie de faire une photo pour la voir sur un mur. Je la fais pour la photo, pas pour... En fait, je pense que le truc de la street photographie aussi, c'est que c'est aussi une question de personnalité. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent certainement à faire dans la street photographie, mais pas par la street photographie, par tout ce qu'il y a autour. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être une personnalité reconnue, où là, peut-être, tu pourras vendre de la formation, ou des photos, ou des tirages, ou des livres, ou inciter les gens. C'est une réflexion que j'étais en train de me dire, je fais... tous les ans un petit livre, et puis les gens qui ont envie de me soutenir pour le podcast, ils peuvent l'acheter, tu vois. Et c'est pas un truc, pareil, c'est pas quelque chose qui va me rapporter des fortunes, mais ça peut être un petit revenu qui permet d'amortir le matos. T'as besoin d'acheter un micro, un machin comme ça, ça, au moins c'est pas à perte, pour toi, quoi. Mais voilà, il y a certainement un truc à faire. Par contre, le zine, je suis assez fan de l'idée, j'en ferai certainement cette année aussi. C'est assez agréable à faire, c'est du plaisir aussi, quoi. Mais c'est chouette, c'est un beau projet, c'est un beau bébé. Je suis impatient de voir ça. Trop bien. On termine toujours par une photo en particulier. Là, on va parler d'un type de photo en particulier. C'est les galochers, je t'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment des photos qui reviennent assez fréquemment chez toi. Ça revient souvent. Il y a même des photos où on dirait que tu joues avec eux. Il y en a une où elle est en train de l'embrasser. Ils sont en train de se mordre la lèvre. Là, elle te regarde. Et c'est marrant, en fait, que ça revienne aussi souvent. Parce que ça arrive beaucoup. Quand tu es beaucoup dans la rue, tu vois, les gens, ils vivent dans la rue et ils s'embrassent. Mais c'est assez fou. C'est une chose qui attire ton regard spontanément. Forcément, ouais. Par rapport à ça, il y avait un truc qui m'avait frappé, à quel point, dans la rue, c'est les couples hétérosexuels qui s'embrassent. Ouais. Et j'ai aucune photo de couple homosexuel qui s'embrasse. Ouais. Et c'est des trucs, quand tu passes, c'est ça aussi que je trouve intéressant dans la photo, quand tu documentes la vie dans la rue,
dans l'espace public, tu vois des choses aussi, tu comprends des choses, et tu te dis, bah ouais, ok, j'ai des tonnes de photos de couples, mais c'est que des couples hétérosexuels. Qu'est-ce que ça dit du fait que les personnes homosexuelles ne sont pas dans la capacité de s'embrasser dans la rue parce qu'elles risquent des trucs, parce qu'elles tu vois, c'est beaucoup moins facile pour eux. Et c'est ça aussi que la photo raconte, je pense. Pour avoir fait des photos d'un couple homosexuel pour un mariage, on a été faire leurs photos dans la rue, pareil. Et la question, c'était plus est-ce qu'on se tient la main dans la rue, déjà, que ça. Et tu vois un truc tout con, et ça m'a désolé. En fait, à un moment, on fait des photos sur une passerelle. Donc, on a fait à Beaugrenelle les photos. Et moi je suis en bas, ils sont sur la passerelle, j'essaie de faire une silhouette, je les guide, tu vois. Enfin, c'est normal, c'est un couple, ils sont en train de se marier, voilà. Et derrière, il y a un chantier. Et un mec derrière qui se met à gueuler, regarde les PD, ils s'embrassent, ils se collent les pelles et tout. Et en fait, tu sais, je me suis retourné comme ça, et tu te dis, mais pourquoi tu gueules ça dans la rue, en fait? Et le truc, en fait, c'est que le gars, tu peux aller discuter avec lui, essayer de le calmer, mais en vrai, tu vas juste te prendre un coup. Dans le meilleur des cas, où tu te retrouves avec tout le chantier sur le dos, et au final tu as plus vite fait de te casser et de passer ailleurs, quoi. Et je les regardais les deux, je me disais putain, mais les pauvres, quoi, c'est le quotidien. Et tu vois, quand tu te balades dans la rue, c'est tous ces trucs que tu vois ou que tu vois pas, tu vois, et que ça peut être important de documenter ça pour mieux comprendre aussi les inégalités que tu as dans la rue au quotidien. Peut-être que tu peux voir avec qui j'avais essayé, c'est peut-être avec Ousmane que j'avais eu cette discussion, où quand tu regardes les vieilles photos de street photographie à Paris, tu te rends compte qu'il n'y a pas de noir dans la rue. Ouais, mais le drame, c'est toutes les personnes qui photographient Paris aujourd'hui et où il n'y a pas de noir dans leurs photos. Ça dit quelque chose de ce qu'ils voient dans la rue aussi. En tout cas, des quartiers dans lesquels ils vont, parce qu'il y a des quartiers plus typés que d'autres, mais c'est vrai que ça permet de mettre en avant aussi ça, quoi. Et peut-être aussi de voir l'évolution des choses. Mais non, c'est assez révélateur. Et c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Mais effectivement, quand tu le vois sous cet angle-là... Moi c'est plus ça qui m'avait frappé sur les photos de baiser. Et j'en prends moins récemment parce que justement, j'ai quand même envie qu'il y ait un truc au-delà de juste deux personnes qui s'embrassent. Il y a des fois où ça s'aligne vachement bien et tout. Mais au bout d'un moment, c'est juste une itération de plus de personnes qui s'embrassent. Et il y a besoin d'avoir ce truc... je sais pas, ce regard absent, tu vois, c'est plus ça que je vais chercher maintenant. C'est des personnes qui s'embrassent, mais où ils sont pas là, tu vois. Ça, j'ai plus envie de prendre ça que deux personnes follement amoureuses. Des fois, l'intérêt d'une série, c'est juste la répétition. Ouais, mais ouais. Et des fois, peut-être en insistant un peu, tu vas te rendre compte de choses, ce qu'on disait tout à l'heure, faire. Et à un moment, tu fais, peut-être que là, je pourrais faire autrement. Ça peut être pas mal. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. T'as pas pensé à aller dans le Marais éventuellement pour essayer de trouver des couples homosexuels? Non, je suis arrivé. Après, tu vois, je suis pas dans la recherche. Justement, je te dis les trucs qui émergent, ça fait réaliser des trucs, ce truc-là. Mais je suis arrivé il y a 2 jours à Paris. Je vais plus réfléchir à ce que je veux et voir et montrer dans mon travail. On va en discuter, on fera des sorties ensemble. J'ai des endroits à te faire découvrir. On arrive à la conclusion de l'épisode. C'est quoi le pire moment de ta carrière de photographe? Ouh là là, je sais pas. Le pire? J'ai pas eu de moment dramatique. Hein. Non, t'as jamais eu d'embrouille dans la rue? Non, justement, jamais. Le fait d'être prêt. Ça se passe. Non, un mec une fois qui m'avait embrouillé, mais c'est très léger, quoi. J'ai encore. Je pense qu'il est à venir le pire moment. Écoute, je te souhaite qu'il soit déjà passé comme ça. Si c'est ça le pire, c'est pas plus mal. C'est quoi le meilleur moment de ta carrière? Je pense que c'est cette photo du couple qui s'embrasse devant le bateau. Parce que tu vois, je savais pas me servir. C'était au Leica M6, j'apprenais le truc. Et on partait sur des îles pendant 2 jours. Je m'étais dit, je vais le prendre que ça pour être obligé. Sinon, j'aurais rien de ce truc-là. Et quand j'ai pris cette photo-là, dans ma tête, je m'étais dit, ok, si celle-là, elle rend quelque chose, ça veut dire que on peut faire quelque chose à l'argentique en zone focusing. Et quand je l'ai vu, j'étais trop bien, ça peut marcher comme ça, je vais pouvoir aller dans ce sens-là. Elle marche bien. C'est un beau meilleur moment, tu vois, lié à la photo et tout, se rendre compte de ce qu'on est capable de faire. C'est pas mal. On arrive à la toute dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode? Alex Dino, direct. J'en étais sûr. Bah ouais, c'est le boss. Il est tellement bienveillant, il a tellement de choses à raconter sur sa pratique. Il a un background de fou. Je pense qu'il serait trop content d'être là. Ok, je vais le noter, je vais aller voir un petit peu tout ça. Et puis on va essayer de
caler un enregistrement assez prochainement. Il me reste à te remercier d'être venu jusqu'ici, de m'avoir répondu, de nous avoir ouvert ton œil et puis d'avoir relancé les podcasts d'interview. Ça y est, c'est reparti. On est relancé. J'ai eu des messages inquiets. Où sont les épisodes? Je suis fatigué. Laissez-moi tranquille. Mais voilà, là, c'est reparti. J'ai pas le choix. Il faut que je continue. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.